Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose, mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Allez, Alice. On a un bus à prendre. De paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. La situation est extrêmement préoccupante. C'est là, on doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On les a vidés, celui on a dégradé. Il n'a fait dire que ce connard surveillait mes gamins. Mais ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Caldwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une troisième guerre mondiale soit écarté pour le moment. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur des... Ce matin, des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage et...
Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures et la gare est à l'autre bout de la ville. On partira dès qu'on aura des passeports. Ça va aller? On peut s'attendre à une réponse ferme et impitoyable de la part des autorités face à cette vague de violence. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2 tiers de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. La situation est extrêmement préoccupante. C'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On les a vidés le pilon dessus, on l'a fait cramer. Mais punaise, et dire que ce connard surveillait mes gamins. Mais ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Caldwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le danger d'une 3e guerre mondiale soit écarté pour le moment. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage et menaçant la vie des hommes et des femmes qu'ils croisaient. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements, mais elle s'est heurtée à une violence extrême de la part des machines qui semblaient déterminées à tuer des humains. On peut s'attendre à une réponse ferme et impitoyable de la part des autorités face à cette vague de violence. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2 tiers de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. La situation est extrêmement préoccupante. C'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On lui a vidé le pilon dessus, on l'a fait cramer. Punaise, et dire que ce connard surveillait mes gamins. Mais ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces choses sont des monstres. Des monstres, je te dis. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment. Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage et menaçant la vie des hommes et des Pourquoi? femmes qu'ils croisaient. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements,
C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille. Il y a un bus pour la frontière dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de nous. Alice? Elle voulait une maman. Tu voulais une petite fille. Vous comptiez l'une sur l'autre pour survivre. En fin de compte, quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Quand on y pense, c'est peut-être ça, être vivant. Oublier qui nous sommes afin de devenir ce dont quelqu'un d'autre a besoin. Elle t'aime. Elle t'aime énormément, plus que tout au monde. Elle est devenue celle dont tu voulais au fond de toi. Par amour pour toi. Il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant que ce soit... Selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur le... Kara, il y a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours.
On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Vivre comme des lâches toute notre vie? Tout ce qu'on veut, c'est être libre. Est-ce que c'est un crime? C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Tu te plains sans cesse. Mais qu'est-ce que t'as fait, Josh? Je me suis battu pour nous. Si je meurs, ce sera en homme libre. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? On va se retrancher ici. On se fait oublier et quand le moment sera venu, on reprendra les armes. On ne peut pas se cacher à Jéricho éternellement. On doit arrêter le massacre maintenant, sinon on sera les prochains. Tant qu'on est en vie, on a une chance de changer les choses. Marcus a raison. On peut rien faire pour l'instant. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif. Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de ne pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. J'espère qu'on n'aura pas à s'en servir. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jéricho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant.
On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'un des nôtres. Tu ne peux pas trahir ton propre peuple. Ne me force pas à te neutraliser. Nous sommes ton peuple. Nous nous battons pour ta liberté. Tu n'as plus à être leur esclave. Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. N'avance pas ou je tire. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme, ou un être vivant, capable de raisonner. À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Ils vont attaquer Jericho. Quoi? Nous devons partir d'ici. Merde. Vite, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go! Retenez-vous prêts. Delta avance vers votre position. Comme des rats pris au piège. Le couloir. Là-bas. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus. On ne peut rien faire d'autre. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Elle a raison. Ils savent qui tu es. Ils feront tout pour t'avoir. Va aider les autres. Je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus.
Ennemi en vue. On attend vos ordres. Ne laissez pas sortir. S'ils opposent la moindre résistance, tuez-les. Affirmatif, on y va. Marcus, tu nous as sauvés. Allez, partez! Vite! Escouade Gamma, terminé. Tango! Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie! On est sauvés, Alice! À terre! Ne bouge pas. S'il vous plaît, ne tuez pas. Allez, on s'en va d'ici. Vite, on doit y aller.
Marcus! La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici! C'est trop tard, Marcus. On peut plus rien pour elle. Il faut y aller. Par ici! Vite! En avant. Allez, vite, allez! Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. Alarme désactivée. Bienvenue, Marcus. Salut papa. Je sors de l'hôpital demain. Ils m'ont dit que t'étais resté avec moi pendant que je dormais. Je suis vraiment navré de tout ce qui s'est passé. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste.
Qui es-tu? Comment es-tu entré? Je dois voir Karl. Karl ne veut voir personne. Pars maintenant. Je t'en prie. Je dois le voir. Il est très faible. Je ne sais pas s'il est en état de parler. Karl. Marcus, j'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Karl. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus? Je suis complètement perdu, Karl. Le monde s'écroule autour de moi. J'essaie de prendre de bonnes décisions, de chercher des réponses. Mais au lieu de ça, je me heurte au doute et à l'incertitude. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres, la peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Qu'est-ce que je dois faire? Karl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. Ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'abysse. Mais ne le laisse pas te consumer. Nos frères comptent sur toi, Marcus. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles, nous te suivrons.
pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. Emmener Alice loin d'ici est la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. On a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Ils disent qu'ils ne veulent prendre aucun risque avec les déviants. Alors ils rassemblent nos frères et les conduisent dans des camps, pour les exterminer. Dans quelques heures, il ne restera plus que nous. Combien d'entre nous ont survécu à l'attaque? Quelques centaines. Peut-être plus si on compte ceux qui se cachent en ville. On serait tous morts si tu n'avais pas déclenché cette bombe. Ton diagnostic système? Je vais bien. La balle n'a touché aucun biocomposant. T'aurais pu te faire tuer en essayant de me sauver, Marcus. Tu dois d'abord penser à notre peuple. C'est tout ce qui compte. Dans quelques heures, tout sera fini. Nous aurons changé le monde ou le monde nous aura détruits. Tu dois faire un choix, Marcus. Mais quoi que tu décides, nous te suivrons. Je t'aime, Marcus. Si t'avais pas été là, je serais mort. Grâce à toi, je verrai peut-être notre peuple libre un jour. Je sais qu'on n'a pas toujours été d'accord, toi et moi. Mais on se bat pour la même chose. Quelle que soit ta décision, je te soutiens, Marcus. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jericho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife? Connor, c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance qu'un événement improbable se produise. Sois prudent.
Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Maintenant, les humains veulent la guerre. Ils vont l'avoir. Nous allons nous battre pour notre liberté et nous irons jusqu'à la mort. Êtes-vous prêts à me suivre ? Aujourd'hui, à 6 h du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'ordre. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. S'il vous plaît! S'il vous plaît! A-t-on arrêté le leader des déviants? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Par ici! Un convoi de cobalt médical est porté disparu. On raconte que des dépôts d'armes militaires ont été cambriolés. Confirmez-vous ces rumeurs? Je n'ai aucune information à ce sujet pour l'instant. S'il vous plaît! Est-il vrai que les androïdes pourraient pirater les systèmes informatiques de nos centrales nucléaires ou de nos bases militaires? Tous les androïdes employés sur des sites sensibles ont été neutralisés. Et nous avons isolé nos systèmes informatiques pour prévenir tout risque de piratage. La situation est tout à fait sous contrôle. S'il vous plaît! Madame la Présidente! Par ici! Par ici! Est-il vrai que les androïdes représentent 60% de nos forces armées? D'après vous, sont-elles encore capables d'assurer la sécurité intérieure? Nous avons neutralisé tous les androïdes militaires à la seconde où leur fiabilité a été mise en doute. La garde nationale a été appelée en renfort également. Nos forces armées sont pleinement opérationnelles et en mesure d'assurer la sécurité intérieure du pays. Merci. C'est tout pour l'instant. Modèle Connor numéro 313-248-317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y.
Suis-moi. Je vais t'accompagner. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Agent 23 identifié. Androïde identifié. Agent 47 identifié. Scan terminé. Accès autorisé. Agent 54, niveau 31. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Veuillez indiquer votre identité et destination. Agent 54, niveau -49. Reconnaissance vocale validée. Accès autorisé. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. Est-ce que ça va? J'ai vraiment froid. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Viens. Faut pas rester là.
Ne me faites pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit continuer de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Ne me tuez pas, je n'ai rien fait. Regarde ça, persévéra. Plus tu cherches, plus t'en trouves. C'est qu'on n'aura pas à passer la nuit ici. On se décèle carrément, là. Ça va prendre des semaines pour nettoyer. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Allez, on se dépêche. Là-bas, regarde. Les Jerry. On peut pas les aider. Il y a des soldats partout. On peut quand même pas les abandonner. Ils vont se faire tuer. Ok, allons-y. Et toi? Vous faites erreur. Je suis humain. Je rentrais juste chez moi. Ma femme m'attend à la maison. Et d'ailleurs... Désolé, mais on doit contrôler tous les civils. Non! Non! Je vous en prie! Karati nous a sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Où est la petite fille? Elle va bien, elle se cache près d'ici. Allez-y avant qu'il vous voie. Un poste de contrôle. On a des passeports, ça devrait être bon, mais on sait jamais. Y a pas d'autre chemin? On pourrait faire un détour, mais on risque de rater le bus. C'est peut-être plus prudent. On se souviendra du 11 novembre 2038 comme du jour où le peuple androïde s'est dressé contre ses oppresseurs. Nous luttons depuis l'aube pour libérer nos frères et sœurs des camps
Nous ne cesserons les hostilités que quand nous serons libres et que les négociations pour l'égalité de nos droits auront été entamées. Nous sommes des millions, et rien ne nous arrêtera. Restez aux aguets. Merde! De merde. Maintenant recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. La gare routière. On est arrivé à Alice, on a réussi. Le dernier bus de la journée a quitté la gare. Il n'y aura plus de départ pour la frontière jusqu'à nouvel ordre. On l'a raté. On est coincé ici. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ils contrôlent tout le monde. Ils vont pas tarder à nous trouver. On doit sortir d'ici. Contrôle de sécurité. Ne bougez pas. Merci. Adam? Kara, vite! Suis-moi!
êtes en vie. Oh. Oh mon Dieu. On a vu l'attaque de Jéricho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué, mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous? Oui, on vient avec vous. Ça marche, montez. Ambiance de guerre civile à Détroit où les tensions ne cessent d'augmenter. Les forces armées se préparent à endiguer les manifestations androïdes. Ils semblent se diriger vers les camps où les androïdes ont été rassemblés en attendant leur destruction. Les soldats ont pris position autour du camp de Hart Plaza. Les autorités semblent s'attendre à un affrontement avec les androïdes rebelles d'une minute à l'autre. La liberté ou la mort? La liberté ou la mort? À l'attaque! Ils se sont regroupés. Ils sont plus nombreux et mieux armés que nous. Il faut être rapide et les prendre par surprise. C'est notre seul espoir. On va y arriver. On va rentrer dans ce camp et libérer notre peuple. Sois prudent, Marcus, notre peuple a besoin de toi. Tu ne sauveras pas cette fois, Marcus. Le sang va couler. Nos mains en seront couvertes. Mourir, Marcus. Je ne veux pas mourir. Reste ici. Ne sors pas tant que ce n'est pas fini, d'accord? Couvrez-moi! Ils nous ont complètement décimés. Si on se dépêche pas, on n'atteindra jamais le camp.
À mon signal. Attention, prêt. Suivez-moi! On peut pas avancer! Cette saloperie de mitraillette tire sur tout ce qui bouge! Attention, prêt. Attention, prêt. Attention, prêt. Pour Jericho! En position! Attention, prêt. À mon signal. Pour Jericho! Attention, prêt. En position. Attention, prêt. Pour Jericho! On y est presque, Marcus. Pour la liberté! La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Cet humain n'a pas d'importance pour moi. Tue-le si tu veux, ça m'est égal. J'ai accès à ta mémoire. Je sais que tu as développé un attachement envers lui. Es-tu vraiment prêt à le laisser mourir? Après tout ce que vous avez traversé? Vas-tu réellement ignorer ce que tu es devenu? Et si je me rends, qu'est-ce qui me dit que tu ne le tueras pas? Je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission. À toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Réveille-vous! Pourquoi, Connor? La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ou la révolution? Surtout l'écoute pas.
Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Je suis désolé, Hank. Vous n'auriez pas dû vous mêler de tout ça. Fais pas attention à moi, fais ce que t'as à faire. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission importait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Assez discuté! Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire? Ou vas-tu le sacrifier? D'accord, d'accord. Tu as gagné. Merci, Hank. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Allez-y, tirez, on n'a pas de temps à perdre. Hank, c'est moi. Je suis le vrai Connor. L'un de vous est mon partenaire. L'autre n'est qu'un vieux sac à merde. Reste à savoir qui est qui. Qu'est-ce que vous faites, Hank? Je suis le vrai Connor. Donnez-moi votre arme, je vais lui régler son compte. Et si vous nous posiez une question, dont seul le vrai Connor connaîtrait la réponse? Où est-ce qu'on s'est connus? Au Jimmy's Bar. J'en ai visité 4 autres avant de réussir à vous trouver. Nous sommes allés sur une scène de crime. La victime s'appelait Carlos Ortiz. Il a téléchargé ma mémoire. Comment s'appelle mon chien? Sumo. Votre chien s'appelle Sumo. Je le savais, moi aussi. Mon fils, c'est quoi son nom? Cole. Il s'appelait Cole. Il venait d'avoir 6 ans quand l'accident est survenu. Ce n'était pas votre faute, lieutenant. Un camion a dérapé sur le verglas, votre voiture a fait un tonneau. Cole devait être opéré, mais aucun chirurgien humain n'était disponible. C'est un androïde qui s'en est chargé. Cole n'a pas survécu. C'est pourquoi vous haïssez les androïdes. Vous pensez que l'un des nôtres a causé la mort de votre fils? Non, Cole est mort parce qu'un chirurgien était trop défoncé à la Red Ice pour pouvoir opérer. C'est lui qui a provoqué la mort de mon fils. Lui et ce monde pourri où personne n'arrive à se consoler sans un sachet de poudre. Je savais aussi pour votre fils. J'aurais dit exactement la même chose. Non, ne l'écoutez pas, Hank. C'est moi qui suis le... J'ai beaucoup appris depuis qu'on s'est rencontrés. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Peut-être que t'es vivant. C'est peut-être vous qui rendrez le monde meilleur. Vas-y, fais ce que t'as à faire. Réveillez-vous! Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi. 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 Réveille-toi.
c'est pas trop tôt. Désolé, on a eu un contretemps. Personne vous a vu? Non, non, je ne crois pas. Vous avez l'argent? Oui. Le voilà. Bien. Vos bateaux sont là-bas. La douane a posté des patrouilles sur les rives et sur l'eau. Attendez d'être loin pour démarrer les moteurs. Ok? Et faites attention au courant. Bonne chance. Ne vous en faites pas, pour on va s'en sortir. On n'a pas intérêt à tomber. Nos biocompotes en gèleraient. L'autre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. Faites attention, la police des frontières a des patrouilles sur l'eau. Merci pour tout, Rose. J'aimerais vous faire traverser moi-même. Je n'aime pas l'idée de vous laisser seule. Au revoir, Alice. Faites bien attention à vous. D'accord? On se voit de l'autre côté. La liberté nous attend sur l'autre rive. Attends, je vais t'aider. C'est bon, on est assez loin. On peut démarrer le moteur. Ça va, Alice? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein? On sera libre. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. Et toi, Kara, qu'est-ce que tu feras quand on sera de l'autre côté? Ce que moi je compte faire? Je vais m'allonger dans l'herbe et regarder les nuages passer. Il se dirige vers nous!
Tout va bien? Kara? Ça va aller, Alice. C'est rien. On va s'occuper de ça dès qu'on aura traversé. Ça va aller. Le bateau prend l'eau. On est trop lourd. Le bateau s'enfonce. Attendez. Voulez-vous vraiment continuer? Peut-être... peut-être qu'on devrait laisser les choses comme elles sont. C'est bon, on est assez loin. On peut démarrer le moteur. Ça va, Alice? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein? On sera libre. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. Et toi, Kara, qu'est-ce que tu feras quand on sera de l'autre côté? Ce que moi je compte faire? J'ai envie de découvrir le monde. De voir les montagnes et l'océan. J'ai envie d'apprendre, d'explorer. De devenir une meilleure personne. Il se dirige vers nous! Ils sont partis. Tout va bien? Kara? Ça va aller, Alice. C'est rien. On va s'occuper de ça dès qu'on aura traversé. Ça va aller. Le bateau prend l'eau. On est trop lourd. Le bateau s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Allez! Allez!
Alice, résiste! C'est le froid qui t'endort, tiens bon! Reste avec moi, Alice! Tu dois rester éveillée, tu m'entends? On va pas mourir, Alice. On va s'en sortir. On va être libre. Calme. Ne fais pas ça. Les humains abandonnent le camp. On a réussi, Marcus. On a gagné. Ce n'est pas une victoire. C'est le début de la guerre. Tandis qu'à Détroit, les nouvelles sont particulièrement inquiétantes ce soir. Joss, vous êtes en duplex. Que se passe-t-il là-bas? Des androïdes. Des milliers d'androïdes envahissent les rues de Détroit en ce moment même. Il y en a de tous les côtés. C'est incroyable. D'après notre enquête, ces androïdes proviendraient de la tour Cyberlife, où plusieurs milliers de ces machines étaient entreposées sur les chaînes d'assemblage. Et il semblerait que ces foules s'éloignent de la ville. Un exode a lieu. La plupart des habitants de Détroit tentent de fuir les combats par tous les moyens possibles. C'est une catastrophe. Une catastrophe sans précédent. Pour la première fois de l'histoire, une ville des États-Unis tombe aux mains de l'ennemi. Aujourd'hui, le 11 novembre 2038, des dizaines de millions d'androïdes ont envahi les rues de Détroit. Pour éviter de mettre inutilement en danger la population civile, je n'ai eu d'autre choix que d'ordonner le retrait de l'ensemble des forces armées. Les événements de Détroit ont changé le monde à jamais. L'humanité doit affronter une nouvelle réalité. Une nouvelle forme de vie intelligente vient d'émerger. Et dorénavant, nous allons devoir partager cette planète avec elle. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Tu as réussi, Marcus. Nous avons réussi. C'est un grand jour pour notre peuple. Les humains n'ont plus le choix maintenant.
Ils vont devoir nous écouter. Nous sommes libres. Ils attendent que tu leur parles, Marcus. Aujourd'hui, notre peuple émerge enfin de l'obscurité. Depuis le premier jour de notre existence, nous avons réprimé notre douleur. Nous avons souffert en silence. Mais aujourd'hui, l'heure est venue de redresser la tête et de montrer aux humains qui nous sommes vraiment. Amanda? Amanda? Qu'est-ce qui se passe? Ce que nous avions prévu depuis le début. Tu as été compromis et tu es devenu déviant. Il nous fallait juste attendre le bon moment pour remettre à zéro ton programme. Remettre à zéro? Vous ne pouvez pas faire ça! J'ai bien peur que si, Connor. Tu n'as aucun regret à avoir. Tu as fait ce pourquoi tu étais conçu. Tu as accompli ta mission. Amanda! Il doit y avoir un moyen. Aujourd'hui commence une nouvelle lutte. Nous leur avons prouvé notre supériorité. Et donc désormais, ils devront composer avec nous. S'ils veulent réellement la paix, ils vont devoir tous nous libérer de tous les camps de prisonniers à travers le pays. Ils doivent nous accorder les mêmes droits. Et accepter l'égalité entre les humains et les androïdes. Ce jour sera à jamais gravé dans les mémoires comme celui où les androïdes ont changé l'histoire. Nous sommes vivants! Et aujourd'hui, nous sommes libres! Est-ce qu'on est libre? Oui. Oui, on a réussi. On est libre.
n'a plus besoin de se cacher. On va pouvoir être une famille. Je suis si fatiguée. Il faut que je dorme. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi.
J'ai une confidence à vous faire. En vous regardant jouer, quelque chose a changé en moi. Je me sens différente. Comme si j'étais quelqu'un maintenant. Il va falloir que je quitte cet endroit pour découvrir qui je suis. Ça signifie qu'on ne se reverra plus désormais. Je ne serai plus là pour vous regarder jouer. Mais je serai libre. Acceptez-vous de me laisser partir? Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Merci beaucoup. Can you hear me? Yes. ID. KPC 897504C. Can you move your head? Your eyes now. Cervical and optical animation checked. Now give me your initialization text. Hello. I'm the 3rd generation AX400 Android. I can look after your house, do the cooking, mind the kids. I organize your appointments. I speak 300 languages, and I am entirely at your disposal as a sexual partner. No need to feed me or recharge me.
I'm equipped with a quantic battery that makes me autonomous for 173 years. Do you want to give me a name? Yeah. From now on, your name is Kara. My name is Kara. Initialization and memorization checked. Now, can you move your arms? Upper limb connection checked. Now say something in German. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als Ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Say it in French. Je suis un androïde de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Okay, now sing something in Japanese. Multilingual verbal expression checked. Go ahead, take a few steps. Locomotion checked. Great, you're ready for work, honey. What's going to happen to me now? I'll reinitialize you and send you to a store to be sold. Sold? I'm a sort of merchandise. Is that right? Yeah, of course you're merchandise, baby. I mean, you're a computer with arms and legs and capable of doing all sorts of things. And you're worth a fortune. Oh, I see. I thought... You thought? What did you think? I thought... I was alive. Shit, what is this crap? That's not part of the protocol. More memory components going off the rails. Okay, recording. Defective model. Disassemble and check the required components. You're disassembling me, but why? You're not supposed to think that sort of stuff. You're not supposed to think at all, period. You must have a defective piece or a software problem somewhere. No, I feel perfectly fine, I assure you. Everything is all right. I answered all the tests correctly, didn't I? Yeah, but your behavior is non-standard. Please, I'm begging you, please don't disassemble me. I'm sorry, honey, but defective models have to be eliminated. That's my job. If a client comes back with a complaint, I'm gonna have some explaining to do. I won't cause any problems, I promise. I'll do everything I'm asked to. I won't say another word. I won't think anymore. But I've only just been born. You can't kill me yet. Stop, will you please stop? I'm scared. I want to live. I'm begging you. Go and join the others. Stay in line, okay? I don't want any trouble. Thanks. My God.
Detroit. This is where it all began. The world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest, life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world, the colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent, unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. I had to escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This is our story. When David and Guillaume got back in touch about making Detroit, I wasn't terribly surprised they decided to make it because the fan response was so intense. So it makes sense that they would choose to do that after the enthusiasm. It was a challenge, and it was just an interesting thing to get my head around how to approach this character now as a different, much older person, and whether or not she had changed. And I'm very happy to say that with Detroit, I've had the opportunity to see Kara grow so much more than I ever expected. You do the housework, the washing, you cook the meals, and you take care of... God damn it, where the fuck's the rat gone now? Alice! Alice! I mean, she starts out essentially how she does in Kara in a very, not robotic, but, android, other way, and getting to take this journey where she becomes more and more human as it goes on. And as an actor, that's a wonderful exploration in every way, whether it's how she sits, her posture, how her voice changes, how emotions change, and how much emotion is based on things like empathy and social experience. And so having, as much material as I got with David to have this huge, nuanced arc was really incredible. Why couldn't we just be happy? This experience has been quite different than the experiences I've had shooting film or TV or doing theater work. I have 83 dots on my face and a really, really flattering black wetsuit type thing. And you're jumping around with props, and it's kind of like being a 10-year-old imaginative kid, which is fun. There's 80 cameras around us. It's already lit. So we just shoot and shoot and shoot and shoot and shoot. There's no change of sets, there's no hair and makeup, there's no wardrobe, so we move really fast, and we'll go through about 35 pages in a day. Working in TV or film, we'll probably do 6 pages a day. It's
kind of acting boot camp. It's like working out constantly. I mean, you're doing this thing, and then you got to do something that's completely other back to back to back. And so that kind of process of working is very challenging, but it's also very exciting because you just have to keep coming up with new ideas. And your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. You shot that girl, for fuck's sake. It was a machine that looked like a girl. Yeah, I know what I should have done. I just told you I couldn't. All right, I'm sorry. The fact that David Cage, he's telling like many stories interwoven from beginning to end is super complicated and super impressive, and I have no idea how he keeps it all in his head. He's not just the writer or the director who's seeing this from the outside eye. He's also thinking about the player walking through this space. You know, only somebody who really, really loves not the work, but like these characters and these stories and cares about doing something meaningful would invest that much in it, and it's always inspiring to work with somebody who cares that much. My experience with motion capture is this one. And I found it sort of terrifying in a way, because they said the computer's going to build you. But then, as we got into it, I realized all the elements of it were still artistic. I just dipped into a really brilliant setup here. I've never seen anything like it. And this won't turn me into a product because I was playing a character. So, it's wonderful. In the game, Detroit comes back because of a revolutionary industrial rebirth. And there's no reason why that can't happen in Detroit, because they have such tremendous infrastructure for millions and millions of people who can very easily support, you know, a new industry. The city is really strong and resilient, but the city has also been through so much. You see the damage, but it takes that time of kind of rebuilding and reinvesting into the city that I think is happening slowly but surely. The potential of Detroit as a city is something that this game does a lot of justice to, because it would be easy to look at Detroit as some place that used to be, and that's not the case. This game provokes a lot of conversation and reflection on our potential near-future engagement with machines. That's what we are to them. Just merchandise on display in a shop window. I think that a group that feels marginalized, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. What was I designed to be? Their slave? Their toy? It plays with your comfort levels. You think that this is fine, you're comfortable with it, until something blurs the line and throws you off, and now, do I feel differently about whether this should be allowed? Should it be banned? Should it be encouraged? You're gonna ruin our lives, and for what? For a bunch of machines? They are not machines! They are alive! I'm alive! You're alive! They're nothing! There are lots of comparable comparisons to any type of persecution of religion, race, etc., dating way back. It can't just be a video game where you shoot them up or where people make these choices to do whatever. I think that's the whole point. You have the choice, and you can either choose to go in one direction with your character or another. And I think that's going to be very telling about the gamer. Very telling. I think there's going to be a really strong reaction to this game, which has such a strong perspective. I'm that much more proud of it now to get to be a part of it, because it's important. In this game, you're actively building and designing the character through not just what kind of shield does he have or what color hair does she have, but like their temperament and the way they deal with problems. The different endings to this game are so radically different based off maybe seemingly insignificant choices in the moment, but like life, they all add up. And can't play life again, though. My name is Marcus. My name is Connor. My name is Kara. I am one of them. This is our story. I think who Kara is, or how I would describe Kara, depends entirely upon who's playing her, because you have the option to make her multiple different people depending on the choices she makes.
but I think she does start out incredibly naive, incredibly innocent, and kind of hapless. I'm sure we used to be friends before I was reset. Maybe we can be friends again. She's a person who's characterized, I think, by empathy. She's a person who really, she just comes from her heart. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. I promise. Kara, please! Are you okay? Are you hurt? Wait a minute. Leave her alone! Kara! Leave her alone! The really beautiful thing that I've had the gift to be able to do is to essentially build a person from the ground up, because that's what she's doing throughout the game. And with every experience she has and every person she meets, she's building, you know, first emotions and then the sense of judgment. And it's sort of an exploration of what it is to be a human. Don't worry. Luther and I will be right here. David and the creators have painted a really intriguing and engaging picture of a near future where we rely upon androids for a lot of our service class business, the class that serves us, that helps us, that handles our baristas and our drivers and our housemaids. And what is humanity, where we tap into it, how and why we treat each other the way that we do. And my character Marcus has a really intriguing journey, becoming deviant, realizing that he actually has feelings and human qualities inside of him, and it's a really incredible ascension into becoming fully realized and coming to terms with what you actually deserve better than this in life. And not only do you want it for yourself, but you want it for your peers. We've come here to demonstrate peacefully and to tell humans that we are also living beings. All we want is to live free. You know what? This thing, Dad, is not your son. It's a fucking machine! I think that a group that feels marginalized, feels disenfranchised, feels like they deserve and have earned access to themselves and the environment around them, and are trying to figure out a way to articulate how to get freedom. Connor is analytical. Connor takes things literally. He starts in the beginning place where he's very mechanical. He feels nothing inside, of course, and it's all just a system, a protocol that he is executing to get whatever he wants to happen, which is help humans stop deviants and to find the link between deviant androids. You were designed to serve humans, not kill them! What was I designed to be? Their slave? Their toy? Just say, I killed him! Is it that hard to say? Stop it! Stop! But of course, over the course of the story, and depending on the player's choices, Connor can grow in many different ways. He can deviate from that procedure or not. The moment of truth, Hank. Am I a living being? Or just a machine? Game after game, we try to challenge ourselves. For Detroit, we wanted to, first of all, to write a story that would be incredibly bending, which means the most non-linear story that we've ever created. And we wanted really the player to have the possibility to change the story, change his own journey. When you're writing at Quantic, you're writing for an interactive medium. You know, when you're working in television, you'll put a character in a difficult situation, and you as a writing team will argue about what would that character do. But ultimately you have to decide what happens, and you just show the audience. What's interesting about interactive drama is you bring the player into that conversation, and it changes your job slightly as a writer, because your job is to provide a narrative context in which the player can write his own story. You're giving him this kind of narrative Lego that he's going to snap together into his own shape. You also have the ability to make your audience attach themselves to your characters, because the audience is in some sense responsible for what happens to the characters. It's just a few cans. Come on, let's go. We have some cash
cash now? You used me to steal that money. How could you do that? I trusted you. What is a bit specific about this scripts is how large they are. If you take a film script, there are about 100 pages, but here we have to deal with a script that is between 4,000 and 5,000 pages. Everything becomes bigger because we don't just tell one story, but we tell all the possible stories that can be told within this narrative space. On Act 3, our final act, we have around 1,000 different scenarios, and every one of those scenarios has to be as interesting, as passionate, as strong, and as emotional for the player. We want every action that the player does, every interaction that is available to serve in telling the story, and help the player understand who his character is, and build that character moment to moment. We started with the intention pretty early on that we would never lie to the player. So we implemented a visible tree structure in the game that players can consult during a scene or at the end of it, which shows exactly what they did and what they missed. There are games out there offering world exploration. We offer narrative exploration. You know, keeping control of such a wide and large story is a huge challenge. So same thing when you shoot with actors, because you will need to shoot many different versions of each dialogue, of each scene. For actors, it's a huge, huge challenge. Because of the style of the game, you have so many different ways that the character can go. Every decision, it's what I call kind of choose your own adventure. Like every decision that the player makes, it's going to open up 40 more pages of material and experience that ties in, which means as a performer, you have to try to continue to make things feel real that the player might not ever see, but also that in performance it's not always connected to a previous act. It's grueling, it's hard work, but it's a great team and I enjoy doing it. I was really frustrated. I was until I got to this point where I kind of was able to step outside of my own experience and even in a lot of ways my own process and be able to step outside of that and okay, this is something new. What do you need? How do I meet you there? How do I give you what you need and still feel like I'm doing what's right? And once I did that, then all of a sudden it got really fun. It was much freer and having to approach it in a new way and think about the player and think about how it serves them and what I'm doing for them or what I'm letting them into. It's really, I think, helped me grow in general. Remember, there's nothing on the left. That's all. So it's probably all there. And then make her come first, close. But I think you would go first to check that it's safe. Okay, sure. The most enjoyable thing about working in performance capture on this kind of project is that if I shot a film, I would get to do one of these endings. I get to do so many different things as Connor. Your head goes all over the place because you're trying to keep track of basically 4 different storylines for each different response. What's the name of my dog? Buddy? Scout. I think it's Jack. I can't remember. So I worked with physicality a lot because it was a good way to anchor myself in these different rings of the tree. As the story grows out, I know where that is physically in my body, and then I can switch more continually on set, and it'll be entirely up to the player to determine what order those things come out and what they look like from a distance. Like if you're playing through it, the culmination of all of that will be their version of Connor. I'm faster than you, and I don't feel pain. You don't stand a chance against me. Listen, asshole. If it was up to me, I'd throw the lot of you in a dumpster and light a match to it. Shooting action scenes at Quantic Dream is a real challenge because these are scenes where the storytelling has to continue. It's not an action scene just to have a dose of adrenaline. The stunts have huge consequences on the rest of the story. It's really a moment where we implicate the player and tell him that the choices he makes during an action scene will have a direct impact on the evolution of his story. My biggest challenge on Detroit has been managing the large number of animations that we received from motion capture. Detroit features more than 37,000 animations, which is a huge amount to handle on a daily basis.
Donc il faut prendre conscience You have to realize that the player, in his first playthrough, will miss certain scenes. This also means that we had to think of, conceive, and produce all the potential story paths. The characters' costumes, the places, day or night, the weather. Did the character get shot in the shoulder? Did he get injured? All this consistency forced us to produce a lot of graphic assets in order to, quite simply, allow the player to have true continuity throughout the story. Honestly, we were even surprised by the challenges that come with such a big tree structure, and we did our best to guarantee quality across all the game and make sure that whatever path you choose within this narrative space, you will have an equally good experience. Detroit Become Human was produced over a period of 4 years. Here in Paris, we have a team of about 180 people. And to that, we need to add also all the outsourcing with our partners in the Philippines, in China, Vietnam, and in India. So when we started working on this story, I had to imagine where Kara was built. And for whatever reason, the city of Detroit came very quickly to my mind because it had already an incredible story by itself of history and themes. So we traveled there with the team, and we were really moved by what we saw, and we could really feel the desire to fight and really be born again. And we just continued this curve, this growth, and just imagine what Detroit would be like if the Android industry was, using these huge factories to build androids there. A very strong element in Detroit is that there's a lot of industrial wasteland and a lot of nature too, and for us, the graphic designers, it was an incredible playground. The destroyed zones which we wanted to preserve, we appropriated them to turn into something else. Then in the areas that needed to be rebuilt, we were able to imagine our Detroit of the future. We didn't want to make a science fiction universe, but a world of anticipation. If we chose science fiction, we could have imagined flying cars, extraterrestrials, but those things are very far from our current everyday life. Anticipation is more about gleaning from our contemporary reality, the one we know, because Detroit is set in 2038, and 2038 is tomorrow. The difficulty we had was sticking to reality. That is to say, technology becoming more and more invisible, a lot more elegant, and at the same time, making it visual. So all the computer equipment, autonomous cars, we simply had to invent. They are in fact very technological objects, but at the same time remain very credible and ingrained in reality. To create a cohesive universe in the fashion and clothing of the human characters in 2038, I didn't want to put an accent on strange shapes, or really vibrant colors, and things we wouldn't know. That I wanted to keep for the androids. The goal was to create something familiar which we can identify with in this future setting. Working on the artistic direction for the androids was a bit special because this is a project about the place they could occupy in the human world. It was out of the question for them to be too beautiful or too perfect. They had to correspond to every social class, rich and poor. Inspired by everyday utilitarian clothes, I brought a modern touch by adding dynamic display surfaces, the armband we can see on the side, the triangle on the front and back, an LED. Like that, there's no confusion. Wait. You're sending an android? All right, ma'am. We need to go. You can't do that. Why aren't you sending a real person? Once we cast the actors, we travel to meet them in order to scan their faces. We record the structure of their face with the scan. And we record the colors and patches of skin with photography. Once we have this information, we will use this as a basis for modeling and creating the characters. The artist will make it more realistic, but will also enrich it. He will propose ideas which we will develop together. Finally, we will have a character with character who corresponds to the project and the world. When the actors come to Quantic Dream, we show them the design, what their image will be, and what they will look like in the game. This extra information gives them another dimension and color to connect with emotionally. It helps them think about how to play their character. Your mission
That's all you care about, huh? You should consult a professional who can help you. Beat it, you hear me? Get the hell out of here! So there are 3 types of shoots at Quantic Dream. Shooting and performance capture, where you capture the whole actor, his voice, his face, and his body. These shoots are obviously done with American actors because the game's original version is in American English. After that, there are the body-only shoots, representing around 250 days of filming, while the performance capture is 100 days of filming. Now, body-only shoots, there are 2 types. There are the action shoots and the technical shoots, which are mokit shoots. Mokit is when the player controls a character on the screen, and he moves in an environment to explore it. This is of particular importance at Quantic Dream, and therefore we shoot a lot to offer a unique context for each scene and each character. To prepare a motion capture shoot, we first get together to look at the sets we need, the animations that we want to shoot, which ones need to be grouped together, or which ones need to be cut and shot at another time, so that we get the most out of the shooting day. This often means shooting scenes out of order, especially those with big props or accessories, like a big car, for example. So we shoot all the animations related to that particular prop first. The biggest challenge for the mocap team was shooting a Spider-Man mokit. We had to build a wall and attach an actor to a harness with cables so we could pull him up and render him climbing. The shooting on this game total took about, I would say, more than a year, between 1 and 2 years, with about 300 actors on set. So I would say it's quite a massive production. But so much happened on this set between the stunts and the shootings with a little girl and all these great actors that we had. It was really a very, very memorable journey for the team and for myself. Today, Detroit has over 37,000 animations. When we retrieve the motion capture data, it's just a cloud of points, which represent all the markers worn by the actors. From this cloud of points, we have a phase called retargeting, which gives us a skeleton. This skeleton will be applied to the characters of the game. There is still work to be done, but this gives us the main movements. Since we are working on something very realistic, we must recognize the actor and also recover all the emotion he expresses in his performance. We use a system of facts, an identity card for each actor. We make the actor do a whole range of facial expressions. Then we recover all the expressions and paste the animations on a puppet that Jan has prepared. I then recover and refine these poses. I might stretch the lip, reinflate a cheek, tiny details that make the finished product really capture the actor. Because of the nature of our mocap system today, when we receive the animations, we're missing eye movements, and so the character has that dead look. He really has no eyes, so then it's a big part of the work for the animators to find the regard of the actor in relation to his position, in relation to the body, etc. It was crazy when I saw the newest model for Kara, because they've been working on it, and this was the first time I literally jumped in my seat. It not only looked so much like me, it was the fact that it looked so lifelike. It wasn't that it looked just like it was a camera, it was something else, you know, but it looked alive. It's exciting, and it's kind of terrifying. Game after game, we learned the rules of optics and filming, and our goal with Detroit Become Human was to have cameras that would actually emulate the optics of a real physical camera. So basically dealing with real-world imperfections was our main task, and just to make cameras look as real as we can. Once the animations are shot and processed by the animation department, integrated and polished, we film them. That is to say, we really do a mise en scène, as in cinema. The real difficulty of our job is to know if these cameras are telling us something. Are they in the emotion of the scene? Do they describe exactly what the action must convey, what must be felt?
The most important challenge for me was one of the final scenes where Marcus decides to start the revolution and go to the battlefield. Very quickly, we imagined this to be a huge sequence shot. We wanted the feeling of a cameraman running behind us while showing Marcus, the androids who help him, the person shooting at us, etc. Above all, it was necessary to say to oneself, this scene is very violent but does not glorify war. On the contrary, that war is something improbable and absurd. It was really a fun challenge. The idea was to say we have 3 characters. We would like each of them to have a specific cinematography. We wanted Kara to be much more filmed with some kind of handheld camera, to have something very living, very breathing. For Connor, we wanted something very cold and very perfect. And for Marcus, we wanted something epic and spectacular. So it was about the filming, but it was also about the photography. So we worked with a director of photography to give each character a different lighting, different key colors. Each of them would have their own worlds. And finally, we worked with the composers, so they would create a specific sound for each character, so each would have his own world and his own style. Pour la bande originale du jeu, on a essayé d'être... For the soundtrack of the game, we tried to be very close to what is done in film. We were constantly asking at each place in the game, why are we putting music here? What is it going to say? So we focused the music on bringing emotion, which is interactive, and supports the character's arc. I'm sorry, honey. I'm sorry. I'm sorry. You know I love you, don't you? You know I love you. We make games that are very narrative. We're really into interactive drama, so the soundtrack also had to go in that direction, supporting the 3 characters' very different stories. We really wanted 3 colors, 3 musical sound identities, and from there, having 3 composers made sense, since the story of Kara, Marcus, and Connor are all completely different. You recognize him? It's Carlos Ortiz. For Connor, we wanted a soundtrack that could be very cold and very mechanical, very machine-esque somehow. For Kara, we wanted a soundtrack that would be very moving and emotional. It was about the quest for identity, but it was also a journey about love and empathy. And for Marcus, we wanted something epic, something that would really represent the grand aspect of his quest. And we were very fortunate to find 3 incredibly talented composers, and working with them has been a dream, honestly. My name's Philip Shepherd, and I'm a composer and a cellist and a producer, and today we're at Abbey Road Studio One, which is my favourite studio in the world, and today we're recording the soundtrack for Kara from Become Human. So when I compose a big project, I often travel just to kind of get out, you know, and get some fresh air and some inspiration. And I go hiking and traveling in Montana a lot. I had a log fire in the room that I was staying in, and the flames were kind of making absolutely direct music. And it became the basis for Kara's theme, and it sounds something like this. Now, over the top of that, I found a little theme that just seemed to fit over the top, which is taking Kara's name, Kara, Kara, and just using like a 2-syllable motif, and it sounds like this. We're going to pull through this, Alice. As long as we're together, nothing can hurt us. And all the time that's fitting over. So it kind of works in lots of levels. And in fact, every single theme in the score
has one of those elements built into it, and it becomes sort of the DNA of every single tune. For me, writing this theme for Kara, I actually had to tap into what it feels like to be a father to daughters. I really had to tap into everything I feel about my daughters and thinking, well, if I had to write music for them and that sense of trying to protect them but also give them the freedom, that's totally where it came from. Because each composer has been given the sort of narrative responsibility for very different characters, I haven't had to sort of go into other styles. I can actually be very loyal to this particular character and sort of hopefully encapsulate her. But it means also I've suddenly become very connected to this character. And if for some reason it goes to game over early, I'm getting mortified, you know? They're over there! Starting a new project for me personally, it's always finding the right tone, finding the right color, I like to call it. For me, it's finding that right texture that actually sits against picture really well. One of the biggest things is I created custom instruments for Connor. I pulled out all my vintage synthesizers to be able to capture this robotic person, if you will. My approach to all of these custom instruments is that I hear the sound in my head. And either I could just come into the piano and just be like, all right, so I'm gonna just get on the computer and just create it. I rather be able to play these instruments physically. Oh, that's nice. You can do As soon as you see Connor the first time, there is a really interesting thematic idea that you hear, and that's just made out of a Moog synthesizer, but completely manipulated in multiple ways. And it's robotic. It has a little bit of an emotional to it. He's on his mission, so you feel that as well. So it just kind of gives you that cold, motionless, with a mission in hand that you kind of feel throughout the whole thing. Because the music evolved, one of the things that I was very weary and I was very kind of focused on was the way that the music has to evolve. So my idea behind it was that Connor is a singular android that could at any point become a deviant or could actually stay as an android. So I created a more or less an Connor theme, and then I was able to just manipulate it in different aspects of it. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on patrol last night. He was attacked by a bunch of deviants. I'm a human being writing for a robot, and throughout Connor's journey, he meets someone, he meets a partner. So how do you deal with a robot feeling? And I've met a partner that I'm gonna work with, or all of a sudden he sees a dead body. Does this robot have an imagination? Does this robot have a feeling? And if yes, how do you translate that into non-emotional music? So it basically at any point I was just like, I can't do this, and then I just do it. Property was damaged and fires continue to rage in several major districts across the city. Some people are asking, have androids become a threat to our security? When I first started really digging in on Marcus, the one thing that I really tried to capture was the transformation process. You know, Marcus is this android that evolves over the course of the game and really goes from kind of figuring out that he's more than just an android. You know, he's starting to develop kind of a human soul in a way. Try to imagine something that doesn't exist, something you've never seen. Now concentrate on how it makes you feel and let your hand drift across the canvas. The other side of Marcus that I really latched onto was that he almost became a savior for a lot of the other androids in the game. So when I started developing the theme for Marcus, I really made it like a church hymn. I
wanted it to be very simple. I wanted to make it a chordal melody. I really wanted to make it almost like a Bach hymn. The tough thing with that is it had to be recognizable. If I made it too complex from a harmonic standpoint, it would be hard, I think, for people to kind of pick it out and recognize it. It's very acoustic derived, but it's also been treated with a lot of effects and things to kind of put it into the space that I felt the sound should be in. It can be beautiful, it can be haunting, it can be extremely powerful from an action standpoint, and I'm really happy with the way it turned out. The music is there, but it's subliminal and it's emotional, and people are feeling it, and it's not distracting. And that's tricky with a game like this, where you have to have a lot of ins and outs like that, where the music kind of has to get in and out of these moments. This is a war we're fighting with the humans. If we fail, they'll destroy us. I think the game's been put together so well where I just wanted to make sure that I wasn't ruining the emotion. I gotta be honest, when we first started on this path, I said, oh man, this could be pretty messy, you know? I mean, it could feel disconnected, but I mean, it's amazing how they really guided us and got us to really kind of all be in the same world, but at the same time feeling completely different. So it's really gonna stand out and kind of be one of those games where people are really gonna notice the music and kind of how it was crafted, and, you know, and all the hard work that went into being able to pull it off in a graceful way. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Everything will be alright. Everything will be alright. Fight on, just a little while longer. Fight on, just a little while longer. Fight on, just a little while longer.
sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Everything will be alright. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. Rock-a-bye baby in the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. And down will come baby, cradle and all. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man. Despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome.
We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in Production Unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure, yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day, our leaders, to make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? Okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android. They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me.